Alors bonjour à tous, bienvenue au Morning Meeting de 11 heures. Vincent Gagne pour vous retrouver, il est 11h04, les matières premières c'est couvert, on va parler du marché d'échange des indices boursiers. Alors le marché il est toujours assez calme, c'est normal, il sort d'un grand week-end. On attend surtout Jeannette Yellen qui parle tout à l'heure à 17h30, quelques statistiques américaines cet après-midi pour un regain de volatilité sur le dollar US. Bref, on va donc essayer de couvrir tous ces marchés. Je vais commencer par le marché d'échange. Voilà, mettre à jour ce que je vous ai proposé ce matin sur les paires majeures. Si vous avez des questions sur les paires mineures, les paires croisées, je vous invite à laisser trader des questions. Le yen qui est faible, bon, il y a un ensemble mitigé de chiffres qui ont été publiés au Japon, mais bon, d'une certaine façon, le yen se cale beaucoup sur les indices boursiers qui ne lâchent rien, notamment Wall Street, qui est proche de ses sommets historiques et qui s'installe dans un range désormais. Quant aux indices boursiers de la zone euro, ça fait un mois maintenant, presque un mois complet, qu'ils sont dans une congestion dont ils ne sont toujours pas sortis. Donc toujours pas de directionnel sur les indices boursiers européens et donc toujours pas de stratégie swing sur les indices boursiers européens. Je vois pas comment on peut en mettre en place alors que le marché reste dans un range. L'euro-dollar qui lui aussi ne lâche rien, toujours porté par les petits signaux positifs qui ont été donnés hier. Mais voilà, on ne confirme pas pour autant. Alors, bon, je pense qu'on est toujours dans une zone d'intérêt à l'achat pour la simple et bonne raison que pour gérer son risque, là, c'est hyper court. Le risque financier il est limité à quelques 20-25 pips, voire 30 pips grand maximum, pour envisager derrière un dépassement des 1,12-20 et une remontée. Mais c'est pas évident. Admettons que c'est loin d'être évident. Alors, trader sur marge comporte un risque élevé, ce n'est pas recommandé à tout investisseur car cela peut générer des pertes qui dépassent votre capital de trading, surtout si vous utilisez le trading sur marge, donc l'effet de levier. Allez, on attaque sur les paires majeures, puis les indices boursiers, et ensuite, selon les questions que vous allez me poser, le taux de change euro-dollar glisse depuis le 18 mars dernier, donc au lendemain enfin 2 jours après la Réserve fédérale des États-Unis, qu'il avait d'ailleurs fait monter dans un premier temps. Et depuis le 18 mars, je passe chaque session FX à chercher un point bas sur l'euro-dollar. Alors, dans un premier temps, je me suis fait piéger parce que j'avais été agressif en envisageant une stabilisation sur 1,1220. Et finalement, l'euro-dollar, il s'est stabilisé la semaine dernière. Ça fait une semaine qu'il est dans un range au-dessus des 1,1150, entre 1,1150 et 1,1220, et il ne choisit plus de direction. Hier, on a eu, et vous pouvez regarder en données horaires, une petite poussée de l'eurodoll qui a dépassé MM20 x 4 heures, mais qui a tapé MM50 x 4 heures, précisément à 1,1220, un niveau de résistance horizontale important. Alors, moi par rapport à ce matin, j'ai pas changé d'avis, j'ai toujours un biais positif au-dessus de 1,1150, 1,1160. Bien sûr, si le marché casse 1,1150, eh bien, une nouvelle fois, cette stratégie d'achat sur support aura été donc un échec. Alors, pourtant, le marché ne casse pas de support. Peut-être qu'il faut conserver la stratégie plus prudente d'attendre une cassure de résistance. Et en même temps, le souci de cette stratégie de breakout, c'est que pour la gestion du risque, ce sera un peu plus large. Je dirais que là, l'avantage de la zone support 1,1150, 1,1160, c'est qu'elle permet de gérer son risque financier. Après, forcément, si cette glissade baissière de l'euro-dollar commence à vous fatiguer, eh bien n'utilisez pas les supports pour vous positionner long. En même temps, on ne peut pas vendre un support. Donc je dirais que l'alternative, c'est soit de shorter sur cassure des 1,1150, soit d'acheter sur cassure haussière des 1,1220, ou sinon de faire comme je l'envisage de le faire, d'utiliser le support pour une stratégie d'achat en gérant son risque, donc en positionnant le stop financier sous 1,1150 ou 1,1160. Bon, bah ça dépend de votre lecture technique, ou encore du risque maximal que vous êtes prêt à encaisser. Et je vais remonter ça parce que forcément on ne devait pas m'entendre beaucoup. Voilà. Donc l'eurodoll, rien de nouveau depuis ce matin, il n'y a pas de chiffres européens, le marché attend qu'une chose, comme d'habitude, les chiffres américains, et notamment donc le discours de Madame Yellen. Alors, le discours de Madame Yellen qui aura lieu, alors on est le 29, que je dise pas de bêtises, là je vois 16h30, sur d'autres calendriers je vois 17h30, alors je vais être sûr de ne pas vous dire de bêtises. C'est... Alors, hop hop hop... 17h30 a priori. Je me méfie parce qu'avec le passage de l'Europe à l'heure d'été, je ne sais pas si tous les calendriers se sont ajustés. Je
juste être sûr d'une chose, avant de vous dire une bêtise. Oui, alors c'est étonnant, justement, je vois les commentaires dans la section, dans le chat. J'ai observé différents calendriers économiques. Certains disent 18h20, 18h30, 16h30, 17h30. En fait, je pense qu'il y a un énorme cafouillage dans les calendriers économiques parce que personne ne s'est réellement ajusté à cette histoire d'heures d'été, d'heures d'hiver et de changements différents. Donc c'est pas évident d'apporter la réponse. Je pense que c'est pas 16h30, ça c'est sûr, c'est soit 17h30, soit 18h30 pour le point de départ donc de la conférence de presse de Janet Yellen. J'ai peut-être une façon de trouver l'indice des prix Case, Shiller et la confiance du consommateur sur notre calendrier économique d'Heliefix. Je sais que c'est bon, c'est 15 heures pour l'indice des prix des logements et 16 heures pour la confiance du consommateur. Donc là-dessus on est bon. Confiance du consommateur. Ici ils mettent 15 heures. Ok, donc c'est ça. C'est 17h30. 17h30. Donc je pense que le calendrier économique d'Heliefix est bon. Il est bon, c'est bien 16 heures pour la confiance du consommateur et 17h30 pour Madame Yellen. Voilà, vous avez qu'à, je vous le mets ici en plein écran. Ça me paraît cohérent. Puisque là, on retrouve notre calendrier économique, c'est bien réajusté sur le fait que l'Europe est passée à l'heure d'été. Vous voyez, la confiance du consommateur du Conference Board a toujours été publiée à 16h heure de Paris, lorsqu'on a l'écart habituel de 6 heures avec la côte est des États-Unis. Donc ça paraît crédible que la conférence de presse commence à 17h30. Après, il y a aussi une explication. Il est possible que dans un premier temps, ce discours ne soit pas public, ou qu'une phase de questions-réponses commence à 18h20. Je pense que les calendriers économiques ne choisissent pas forcément aussi la même partie de l'événement. Mais en tout cas, à 17h30, il va falloir commencer à se méfier d'un regain de volatilité sur le dollar. Donc l'idée, c'est quoi? Le taux de change euro-dollar, en attendant ces chiffres américains de 15h, 16h, puis le discours de Madame Yellen, a une bonne probabilité de rester enfermé entre ces deux moyennes mobiles efficaces, 20 fois 4 heures et 50 fois 4 heures. Je serais vraiment confiant dans la capacité de l'euro-dollar à remonter si on dépasse les sommets d'hier. Moi, mon scénario, vous le connaissez, il est inchangé depuis 2 semaines. Je cherche un bon support sur l'euro-dollar. Le fait qu'on se soit stabilisé a commencé à redonner du crédit à mon scénario qui avait été établi trop tôt. Maintenant, une cassure des 1,12,20 et ça repart. On brise 1,11,50 et c'est terminé pour mon scénario. Donc voilà, sur l'eurodoll, vous connaissez mon point de vue. Alors maintenant, je regarde les paires majeures. Le GBP USD, c'est en swing trading, c'est ingérable. Je vois pas vraiment ce qu'on peut faire dessus. Étant donné que ce sont des pièges haussiers et baissiers dans tous les sens, en clair, le GBP USD ne donne jamais raison aux cassures. Cassure de support, ça remonte, cassure de résistance, ça redescend. C'est donc un range. Voilà, ça n'a pas changé. Par contre, à court terme, si l'USD est sous pression, on peut envisager une remontée du GBP USD en direction des 1,45. Au fond, je suis en train de me dire qu'on est peut-être en train de créer un range 1,40, 1,45, mais c'est le tout début. Donc, franchement, ça me paraît compliqué à exploiter. Alors, l'USD Yen remonte, mais c'est le Yen qui baisse. Jusqu'où peut remonter l'USD Yen? Bon, j'ai cette oblique baissière là, qui passe à 114. Moi, de toute façon, l'USD Yen, il est dans un range entre 111 et 114,90, 115. Donc là, le taux USD Yen a envie de remonter vers le haut du range. Donc on va pas se mettre en face, c'est une espèce de hausse hyper linéaire, des petits chandeliers chaque jour haussiers. Le yen est sous pression. J'ai pas de stratégie à vous proposer au niveau actuel des cours, mais je considère toujours qu'entre 115 et 116, on a une super résistance pour le moyen terme. Mais là, on ne peut pas intervenir au niveau actuel des cours. L'AUD-USD se stabilise, mais toujours bien orienté. Vous mettez en données journalières, ça reste propre. Rappelez-vous ce que je vous avais proposé.
c'était de se concentrer sur le RSI journalier de la UD-USD et d'intervenir lorsqu'on reviendrait tester les 50, parce que le RSI journalier, depuis les signaux d'achat de janvier, évolue entre 50 et 70, donc c'est souvent ce qui se passe sur le momentum représenté par le RSI dans un marché haussier. Donc j'attends encore que le RSI D1 vienne se poser sur 50. Regardez le volume d'échange réel de la UD-USD depuis 3 jours, il n'y a plus rien du tout, ce qui montre bien que pour l'instant, hein, le FX ne s'est pas réveillé. Ça va vraiment commencer cet après-midi avec la session US. Parce qu'en Europe, je pense aussi qu'on attend beaucoup du comportement des traders FX américains et notamment donc leur réaction sur le dollar US avec la conférence de presse de Janet Yellen tout à l'heure. Donc voilà, pour l'instant, je reste prudent. Après, si je zoome et qu'on redescend en H4, il y avait donc une divergence haussière cachée qui a produit un petit effet, mais c'est pas transcendantal. J'aurais quand même tendance à considérer que on peut se positionner long au-dessus de 0,75. Et cette ligne de tendance, c'est le support horizontal, et c'est un peu comme l'euro-dollar. Ce sont des phases haussières depuis quelques semaines, qui ne sont pas non plus verticales, mais le point commun d'euro-dollar et d'AUD-USD, là, c'est qu'ils sont proches de niveaux de support permettant de gérer le risque. Et c'est au fond ce à quoi sert surtout l'analyse technique. Savoir quand est-ce qu'on n'est plus dans le marché pour ne pas mettre en risque son capital. Et après, si on a raison sur le scénario, on a des objectifs de cours que donne aussi l'analyse technique. Le dollar américain qui est remonté la semaine dernière après 3 semaines consécutives de baisse, qui se retrouve sous résistance technique, l'ancien canal, les moyennes mobiles, un niveau de résistance horizontale à 12 040. Moi, sous ce niveau-là, je privilégie le risque de voir le dollar américain rebaisser. L'USD CAD, alors l'USD CAD repart en baisse, ça c'est un fait. Il échoue d'ailleurs sous la moyenne mobile à 20 jours, c'est pas non plus énorme. Le CAD continue de se renforcer avec le pétrole qui lui garde le cap. Pour autant, est-ce que l'USD CAD là en données journalières donne un signal de trading? Pas vraiment. Regardez ces deux niveaux daily. Il est couvert par MM20, il n'a pas été capable de rejoindre 1,3347. Il y a presque une div baissière cachée, mais c'est pas grand chose. La div haussière standard a à peine stabilisé le marché, donc de toute façon, tant qu'on casse pas de résistance, il n'y a pas de signal d'achat, et c'était 1,3350. Alors, un signal qui serait vraiment baissier sur l'USD4, ce serait de recasser les 1,3166, le point bas du 11 mars et le point bas de la séance d'hier. Mais là, l'USD4, il s'est vraiment établi dans un range. C'est pas évident. Alors on a peut-être quelque chose qui a cette forme-là, une espèce de drapeau, toujours couvert aussi par cette ligne chartiste. Bon, le CAD reste en forme. L'USD est remonté sous résistance, mais ne rejette pas encore. Mais voilà, si l'USD 4 brisait ce niveau, là on pourrait repartir à la baisse. Le NZD USD, c'est un range parfait en daily. Je vais retirer ça. Ah, je voulais juste retirer les libés les minces. Alors attendez, on va réappliquer le modèle. Voilà, hop. Et masquer la légende. Voilà, vous avez toujours vos moyennes. C'est vraiment le range parfait, hein, le NZD USD. On a toujours la zone support forte horizontale sur 0,6575. On a tenu 0,6667 qui doit correspondre à un ratio de retracement. Alors attendez, ça c'était une ligne de tendance que je vais retirer parce que depuis qu'on est dans un range, elle n'a plus grand chose. Elle n'a plus réellement de rôle. Juste une chose. Ouais, c'est à peu près comme le Rodol, on a défendu 61% de retracement de toute la hausse qui avait été générée par la Fed. Bon, des petits signaux positifs. Le problème du dollar néo-zélandais, c'est que la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a récemment baissé les taux, ce qui n'était pas attendu par le marché.
On a malgré tout une petite phase de reprise à court terme, mais de là à envisager une stratégie, bon, il y a un premier support à 0,6715, clairement il ne faut pas le casser quoi. 0,67, 0,6715. Mais c'est franchement pas très directionnel à court terme le NZD USD. C'est une espèce de structure élargie, on a ce gros niveau à 0,65-75 et un vaste triangle qu'on voit surtout en daily, donc c'est pas évident. Donc je vais rester focus sur l'euro dollar. Alors, je regarde vos premières questions sur le FX. Alors, d'abord le CAD yen. Alors, le CAD yen est remonté, ça c'est certain, parce que le CAD est fort. Le CAD yen, ce qui est dérangeant, c'est que j'envisageais une espèce de biseau ascendant. En fait, il n'y en a pas. Le marché remonte. Et là, quand je le regarde, le CAD yen, je me dis qu'il serait bien capable de finir par casser une résistance. Donc, en tout cas, je vous ai la semaine dernière parlé d'une stratégie qui consistait à vendre parce qu'on avait ici une grosse résistance. Donc entre 86,30 et 87. J'aime pas du tout la façon dont on remonte. Le RSI D1 n'a jamais cassé 50. Je me mets en stand-by sur le CAD yen. J'ai beaucoup moins de conviction sur le rôle que peut jouer cette résistance. Le souci en fait du CAD yen, c'est la faiblesse du yen à court terme. L'once d'or c'est vraiment propre, hein. On vient de vous en parler, mais au-dessus de 1190-1200, je pense que ça peut redémarrer. Et pourtant, hein, le pétrole fait plus grand chose, hein. Mais là, c'est vraiment le yen qui est faible. Parce que vous vous mettez sur le CAD yen, c'est ça le souci. Le yen est faible. Et oui, le CAD ne baisse plus non plus. Alors que le pétrole est sous pression, le dollar canadien ne baisse plus. Bon. Sur le plan technique, en D1, on casse pas de résistance, là, donc on est en train de la tester, hein. C'est cette résistance intermédiaire ici à 86,27. Mais le marché donne plutôt des velléités de dépassement, donc avant de me positionner, j'attends de voir ce que ça va donner en D1. Ça va être important, la forme du chandelier D1 du jour. Mais pour l'instant, j'ai pas d'opinion. Alors, USD-CAD, AUD, USD, GBP, USD, on en a déjà parlé. GBP, USD s'installe dans un range, vu qu'on a tenu les 1,40-50, quand même le sentiment que ça pourrait remonter vers un 43, un 44. Pas non plus une grosse conviction. L'USD-CAD, pour lui, le risque, c'est vraiment de casser 1,3166 et d'échouer donc sous la moyenne mobile à 20 jours, moyenne mobile à 20 jours que vous avez ici. Il y a vraiment un risque là d'être sous pression sous cette moyenne mobile. D'ailleurs, voilà, au contraire sur l'euro dollar, les moyennes agissent en soutien là pour l'instant. Alors sur le site de la Réserve fédérale des États-Unis, et ça c'est un très bon réflexe qu'a eu Alex GS, il est écrit 12h20. Et bien s'il est écrit 12h20 sur le site de la Fed, ça donne 18h20 à heure de Paris. Alors après, ça dépend en fait de quel événement on parle, parce que j'imagine qu'il y a un discours, et peut-être après une phase de questions-réponses, je ne sais pas qu'est-ce qui va être public ou non. Donc en effet, on va aller voir sur le site de la Fed, ce sera plus simple. Pour trouver la réponse. Bon, j'irai chercher ça proprement tout à l'heure pour vous trouver une vraie date, parce que c'est un peu ennuyeux. Je regarde. Ok.
vais chercher plus tard. Allez, les indices boursiers. Alors le DAX en H4, réaction positive sur 9837. Bon, c'est le point bas d'hier, c'est le point bas du 24. C'était aussi la base de ces chandeliers du 22 mars, ça remonte. Bon, finalement le DAX est toujours bien orienté, mais les marchés actions européens, ça n'a pas changé, hein. Vous prenez le DAX depuis le 14 mars, ça reste un range, un superbe range, entre 9750 et 10 000 points en gros, à l'intérieur duquel on est complètement plat. Je vais retirer ça, je vais revenir ici sur l'Eurostock 50, c'est vraiment la même chose, même si on a tendance à glisser davantage. L'Eurostock 50, donc les actions de la zone euro, depuis le 2 mars, c'est complètement coincé entre 2970 et les 3220, donc les marchés actions de la zone euro ne sont pas rentrés dans une phase directionnelle. Honnêtement, en H4 ou en H1, l'Eurostock 50, ça ressemble à rien du tout, mais franchement à rien, ça n'a pas de forme graphique précise. Donc en swing, c'est ingérable, les marchés actions européens, et même en intraday, je trouve que ça devient compliqué. Regardez le DAX en 15 minutes depuis ce matin. Il n'y a rien, on tente d'accélérer, on échoue, on tente de casser le support, on échoue. On retente d'accélérer, on échoue. Donc là, aujourd'hui, le DAX, entre 9900 et 9950, voilà dans quoi il s'est mis. Il s'est mis dans un 50 points de range. 9900, 9950, sans donner de signal. Le dernier chandelier horaire, il y avait une belle mèche basse. Là, on n'est pas parti pour le confirmer, puisque ça retombe. 9900, 9950. C'est le range du jour. Enfin, c'est le range en tout cas de l'Europe, de la session européenne. Un range de 50 points pour le DAX, duquel on ne sort pas pour le moment. Donc, il n'y a pas grand chose à en attendre. Mais on a quand même une dynamique qui est positive depuis la semaine dernière, une dynamique qui est positive depuis jeudi dernier. Depuis qu'on a tenu ça, les 9837. C'était le point bas de ces deux corps du 22 mars, ça remonte. Donc, bon, on va dire que pour le court terme, il y a plutôt un billet légèrement positif au-dessus de ces 9900. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. C'est tout ce que moi je parviens à dire. Au-dessus de 9900, un biais plutôt positif. Les marchés actions US sont étonnants, mais ne lâchent rien du tout. Ça fait presque un mois et demi qu'ils montent en ligne droite, ces marchés actions US. Essentiellement portés d'ailleurs par la Réserve fédérale. Bon, pas seulement, il y a eu les résultats trimestriels, des opérations de fusion-acquisition, il y a tout un tas de dossiers actuellement. Plus la Fed. Maintenant le Dow Jones, le Dow depuis la semaine dernière, il plafonne sur le plan technique sous cette oblique. Mais pour l'instant, c'est vrai que les indices US ne cassent pas de support. Les RSI sont surachetés, mais pas réellement de div. Bon, il y a cette possibilité de voir en fait des petits ranges avant de briquer les sommets de la mi-mars et de rejoindre les sommets historiques, ou en tout cas les 20 000 points sur le Dow. Mais pour l'instant, là, il n'y a pas. Sur le très court terme, voilà ce que fait le Dow. Il y a des tout petits chandeliers journaliers entre 17 400 et 17 600. Donc la vol s'est vraiment écrasée sur ces marchés. J'ai pas de signaux. Honnêtement, sur les indices boursiers, je ne sais pas quoi vous dire, quoi. En Europe, je n'ai rien à vous proposer sur les indices boursiers européens et ça fait plusieurs semaines que ça dure. Et sur les marchés actions US, ça commence à plafonner, mais il faudrait. Voilà, on a tenté de casser un support, c'était le 24 mars dernier. Finalement, Wall Street a clôturé tout en haut. C'est ça le problème des chandeliers journaliers des indices US lorsqu'on les regarde en plein milieu de la session européenne, c'est qu'on ne sait pas comment les Américains vont réagir. Eux, ils sont toujours capables à 17h30, 18h, quand nous en Europe on a mal clôturé, de finir en ligne droite à la hausse jusqu'à 22h. Et le problème, c'est que ça fausse tout. Donc là, moi, sur les indices boursiers européens, j'ai pas de signaux directionnels à vous proposer. Le seul indice, mais qui n'en est pas un, qui pour le coup est propre sur le plan directionnel, ça reste le Bund. Lui, il n'y a pas de piège.
Le marché a bien réagi sur les sommets de 2015 et monte de manière propre depuis le 11 mars. Et d'ailleurs se rapproche de ce niveau à 163,78, donc c'était une cible technique. Je pense que là on va aller le chercher, mais on pourra même le dépasser derrière, hein. C'est ce que suggère d'ailleurs le RSI D1, et derrière remonter, donc c'est le seul, le marché obligataire allemand, là, à 10 ans il est propre du point de vue de son prix, ça remonte, c'est bien foutu, voilà. Ok, allez, je vais me tourner vers vos questions et après c'est promis pour le Wall Street Insider, je vais vous trouver la date précise, l'heure précise de ce qui se passe cet après-midi avec Madame Yellen. On y voit clair. Voilà exactement, Totov bien résumé la situation sur... Alors sur Investing, le discours de Yellen est prévu à 17h30. J'ai regardé sur Trading Economics, ils mettent 16h30. Chez nous, sur DailyFX, c'est 17h30. Et voici donc le site de la Réserve fédérale des États-Unis. Le 29 mars, discours de Madame Yellen au Club économique de New York à 12h20 sur la côte est des États-Unis. 12h20 sur la côte est des États-Unis, ce qui signifie 18h20 à Paris. Voilà, donc ce sera 18h20 pour l'heure finale, étant donné qu'on a récupéré un décalage horaire de 6 heures avec les États-Unis. Donc c'est 18h20, merci beaucoup Alex GS de nous avoir donné cette information. Ce sera donc 18h20. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. Je voulais simplement vous donner un point de vue sur l'once d'or. Alors le pétrole est sous pression, ça c'est un fait. Par contre, la seule chose qui m'étonne, c'est depuis l'échec du pétrole sous sa MM 200 jours et des divergences qui commencent à agir, je ne sais pas pourquoi le CAD est aussi fort. Alors sur le CAD yen, c'est le yen qui est faible. Et encore, hein, le CAD yen attaque sa résistance. Donc on veut dire que là, le CAD yen, il est sous résistance. 86,27, c'est la résistance. Après, voilà, c'est le niveau. Donc forcément, le CAD yen, est-ce qu'on peut tenter une vente au niveau actuel des cours? Je dirais que la seule chose qui permet de répondre positivement, c'est que bah, le stop, c'est juste au-dessus de cette oblique. Bon, après, voilà, je me méfie aussi du yen. J'ai besoin d'un chandelier D1 pour me fixer. Et donc, je voulais terminer en vous parlant de l'once d'or. Parce que les marchés actions, en tout cas en Europe, je peux rien vous proposer. Alors, le gold, c'est propre. Depuis. Alors, ici, c'est pas une vraie bougie, hein, c'est un petit bug, ça va être corrigé. Regardez en données journalières. Depuis une, deux, trois séances, on travaille la proximité des 1190-1200 dollars. On n'a pas testé pile poil 1200 dollars. Regardez une moyenne mobile sur l'once d'or. La moyenne mobile à 50 jours, qui est en train de venir chercher les cours. Donc on commence à être dans une zone d'attrait pour des longs sur le gold. Voilà, c'est la zone de support. 1190, 1200. Hier on a fait un plus bas à 1205,50. Et ça commence potentiellement à se stabiliser, le gold. Mais bon, par contre, là il y a une chose qui peut devenir intéressante cette semaine, c'est de voir la 20 semaines croisée au-dessus de la 50 semaines. Après c'est vrai qu'en weekly, rien n'interdit pour l'instant qu'on aille précisément chercher 1190, qui serait le pullback sur l'ancien canal dont on était sorti par le haut. Donc on est en zone de support, ou proche de zone de support, mais voilà, c'est pas encore certain qu'on soit vraiment en train de se stabiliser. Si vous regardez en H1, ça commence à faire figure de creux. Pourquoi pas épaule, tête, épaule inversée, quelque chose comme ça, avec des épaules gauche et droite autour des 1215 dollars. Mais c'est pas non plus transcendantal. On serait vraiment fixé si on dépassait 1225. Donc je dirais que ce qui est rassurant pour le scénario haussier de moyen terme, c'est qu'à proximité du support de moyen terme, on commence à faire un range. Mais
pour l'instant, on n'en sort pas vraiment, quoi. C'est assez proche de l'eurodoll en fait, hein. On est proche d'un support, ça stabilise, mais on casse pas de résistance pour autant. Donc on va être prudent. Alors un peu de vol sur les marchés actions européens, ça commence à bien baisser d'ailleurs. Non, bah même pas. Même pas, hein, regardez le DAX, hein, il travaille son range, le range en place depuis la semaine dernière, 9837, 9960. Alors qu'est-ce qui se passe à cette heure-ci? C'est aussi l'ouverture de la session US, hein, il est bientôt 6 heures dans les salles de marché aux US. Il y a aussi le pétrole qui est un peu sous pression, mais honnêtement je vous remontre le CAC. Où est-ce qu'il est le CAC? Bon, moi je l'ai plus là-dessus, hein. Je vais vous montrer l'Eurostock 50 en données journalières, voilà ce que c'est, hein. Depuis le 2 mars, en données journalières, voilà ce que font les marchés actions européens. Bah, là ça glisse, quoi, ça glisse petit à petit. Alors c'est vrai qu'il y a une chose quand même, c'est que l'Eurostock 50 avait cassé sa MM20. Et là ce matin on est revenu la chercher 20 jours et on retombe. Donc les marchés actions de la zone euro sont de toute façon sous pression. Ils n'ont jamais réussi à monter malgré Wall Street. Ils n'ont jamais réussi à casser de résistance. Au contraire, le DAX, à chaque fois qu'il a tenté de casser 10 000, il a piégé tout le monde et il a réintégré. Donc ça, c'est pas un facteur de force. Si en plus de ça, Wall Street commence à plafonner, mais bon, sans pour l'instant casser de support, mais si Wall Street devait plafonner puis casser un support, et qu'en plus l'euro-dollar tient un 11,50 et finit par fortement remonter, forcément les marchés actions de la zone euro y seront mal, et l'once d'or la trouvera un support et le Bund cassera des résistances. Ça peut être un ensemble de choses. Ça peut se mettre en place, ce scénario peut se mettre en place, mais ça a besoin de confirmation et pour l'instant on les a pas. Ni sur les indices, ni sur l'euro-dollar, ni sur les indices US. On a juste des points qui permettent de mettre en place des stratégies, mais ça a besoin de confirmation. Ok, donc je termine donc là-dessus. Le site de la Réserve fédérale des États-Unis et le rendez-vous donc du 29 mars qui est prévu à 12h20 sur la côte Est. C'est donc bien 18h20 ce soir, 18h20 qu'il y aura donc la conférence de presse de Janet Yellen devant le club économique de New York. Merci d'avoir été attentif au morning meeting, d'avoir posé des questions. Le prochain point c'est à 13h comme chaque jour, le 13h des day traders. Et moi je vous retrouve à 15h15 pour l'ouverture de la session US, l'ouverture des marchés US qui à nouveau ouvre à 15h30 heure de Paris, les toutes premières statistiques américaines à 15h et à 16h, et probablement un regain de vol avec l'arrivée dans les salles des traders US. Merci beaucoup et à tout à l'heure.